Et vous le savez, on parle vrai sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. On vous donne la parole. Vous pouvez exprimer vos avis ce matin sur Sud Radio. 0826 300 300. D'ailleurs, comme tout au long de la journée, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous n'hésitez pas. Vos coups de cœur et vos coups de gueule, amis débatteurs. On va en parler dans un instant. On va parler de beaucoup de choses. Déconfinement progressif. Oui, mais jusqu'à quand? Bars et restaurants fermés jusqu'en janvier. Est-ce le coup de grâce pour une partie des bars et des restaurants français? Et puis la loi de sécurité globale est-elle vraiment liberticide? On en débat avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Christine. Éditorialiste et directeur de la chaîne Azur TV. Nicolas Corato. Bonjour Nicolas. Bonjour. Président fondateur de think tank Place de la République. Frédéric Dabi est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Christine, bonjour à tous. Directeur général adjoint de l'IFOP, et puis Kevin Bossuet. Bonjour Kevin. Bonjour. Professeur d'histoire, géographie en Seine-Saint-Denis. Donc, on connaît les sujets du jour. Voilà, vous n'hésitez pas, vous êtes à côté de votre téléphone 0826 300 300 pour vous exprimer. Mais on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité, chers débatteurs. Alors, qui veut commencer? Tiens, Kevin. Alors, on va commencer par un coup de cœur. Kevin, vous voulez le lancer au chancelier autrichien Sebastian Kurz. Pourquoi? Oui, un coup de cœur pour le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui à la suite de l'attentat du 2 novembre dernier qui a touché Vienne, donc la capitale autrichienne, a décidé d'accélérer sa lutte contre l'islam politique. Donc on voudrait nous faire croire, si vous voulez, que Sebastian Kurz aurait découvert le problème de l'islam politique au cours de cet attentat, mais la vérité c'est que cela fait très très longtemps qu'il lutte contre l'islam radical. Déjà quand il était ministre des Affaires étrangères, il avait dit que l'Autriche, pour lutter contre le terrorisme, devait refermer ses frontières. Il avait notamment prôné la fin du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il avait réussi notamment à faire fermer la route des Balkans. Et puis une fois qu'il est devenu chancelier, il a expulsé des dizaines d'imams qui ne se conformaient pas à la législation autrichienne. Il a fermé des mosquées radicales. Il a toujours lutté contre toutes ces associations islamistes qui gangrénaient le territoire autrichien de manière tout à fait courageuse. Et là, à la suite de ces attentats qui ont marqué le pays, évidemment, il veut accélérer sa pénalisation de l'islam politique. Il veut même créer un délit, une infraction pénale contre l'islam politique en faisant de la détention préventive, notamment contre les djihadistes présents sur le territoire, en expulsant certains djihadistes et même en supprimant les aides sociales ou encore le permis de conduire, notamment à ces islamistes, parce qu'on sait à quel point certains islamistes utilisent les aides sociales des pays européens, notamment pour mener le terrorisme. Donc bref, moi je crois que c'est un dirigeant européen qui sur cette question est à la pointe. Je pense qu'il a. Vous diriez que c'est un modèle sur ça? Vous diriez qu'il faut le suivre, alors que la loi de sécurité, il faut le suivre, mais la loi sur le séparatisme. Mais bien sûr qu'il faut le suivre, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il a compris une chose, c'est que la guerre contre l'islamisme, c'était une guerre pour préserver notre modèle de société, pour préserver notre civilisation. Regardez, les islamistes, ils touchent quoi? Ils s'en prennent à des églises, ils s'en prennent à des synagogues, donc ils touchent notre identité, ils touchent notre histoire, ils touchent tout ce que nous avons de plus cher. Et de l'autre côté, ils s'en prennent par exemple à un professeur d'histoire-géographie. Donc à travers cela, ils touchent nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre Sebastian Kurz, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui est très sympathique. J'ai eu la chance de le rencontrer. Vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Donc, suivons Sebastian Kurz, qui incarne aujourd'hui la lutte contre l'islam radical au sein de l'Union européenne. Qui veut réagir à ça? Moi, je veux bien. Bon, je ne serais pas du tout d'accord avec Kevin. Mais c'est normal, on n'a pas les mêmes modèles. On n'a pas non plus peut-être les mêmes projets de société. Je remarque que, je pense que l'islamisme, on ne le tuera pas, l'islamisme radical, en systématisant le délit d'opinion ou la détention préventive. C'est exactement ce à quoi veulent aboutir les terroristes. C'est-à-dire nous faire flancher sur l'état de droit, nous faire régresser sur l'état de droit et nous ramener finalement à la société qu'ils prônent, qui est une société totalitaire, autoritaire, qu'ils veulent nous imposer. Donc on peut avoir encore une fois les admirations qu'on choisit. Ces admirations, elles sont toujours orientées. Moi, c'est pas la mienne. Je préfère
d'autres modèles à celui de M. Orban ou à celui de M. Kurz. Et j'espère qu'on a encore le droit d'avoir ces choix-là, Kevin. Moi, je suis très inquiet quand vous parlez du délit d'opinion, très inquiet quand vous parlez de la détention préventive. Ce sont des sujets qui vont impacter toute notre société. Et je suis très inquiet que ces discours aujourd'hui, on puisse les tenir sans aucune réserve, sans aucune nuance comme vous le faites. Il faut être ni naïf, mais il ne faut pas non plus imaginer que demain, ce sera le clivage, ce sera l'autoritarisme qui nous permettra de gagner cette guerre qui est d'abord une guerre politique contre l'islamisme. Mais c'est un choix que vous faites et je crois qu'il faut le reconnaître et il faut l'assumer également. Ouais. Qui veut continuer sur le sujet, d'ailleurs la loi sur le séparatisme qui va être renommée, hein, on a appris ça hier. Alors je sais pas si c'est à la renommant, ça va permettre. On va continuer avec vos coups. Nicolas, on va continuer puisque vous avez un coup de gueule. Vous recherchez Roselyne Bachelot désespérément. Tiens donc, quelle drôle d'idée. C'est même autre chose qu'un coup de gueule. C'est quasiment une offre de service parce que je vais profiter de l'antenne pour faire une candidature spontanée au poste de ministre de la Culture puisque je comprends que le poste est vacant. Il est vacant et qu'on recherche désespérément Roselyne Bachelot. Alors moi je la recherche beaucoup sur les plateaux de Cyril Hanouna. Je me suis demandé si elle n'était pas revenue à ses dernières amours. Mais je suis quand même assez étonné que cette ministre qui aujourd'hui a finalement un ministère qui est à l'arrêt, qui est donc assis sur un tas d'or, puisque le budget qui était prévu pour supporter, financer un certain nombre d'actions culturelles n'est pas dépensé, que cette ministre ne planifie pas et n'agisse pas concrètement en période de crise sanitaire. Alors elle a perdu des arbitrages sur les librairies, mais elle est aussi une ministre qui est en charge de l'audiovisuel public. Et pas que de l'audiovisuel public d'ailleurs, de l'audiovisuel en général. Tout court. Tout court. Et moi je remarque qu'on n'a pas de librairie, on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de théâtre, on n'a pas de musée, on n'a plus tous ces cinémas. Et pourtant à la télé, rien n'a changé. Donc on est confiné avec Cyril Hanouna, avec Stéphane Bern, avec Nagui. Les théâtreux, où sont les grands comédiens, où sont les grands historiens, où sont les grands écrivains? Pourquoi ne sont-ils pas sur la télé Nicolas, publique? vous parlez du contenu. Vous aimeriez que la ministre... de la commande publique. Je parle même de la commande publique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas penser autrement le fonctionnement du ministère de la Culture pendant le confinement? Est-ce que l'argent que ne va pas dépenser Madame Bachelot pour soutenir des festivals, elle n'aurait pas pu, par exemple, le dépenser pour commander des œuvres qui auraient été diffusées à la télévision publique? Je remarque que c'est plus facile en France de fermer une librairie que de déprogrammer une émission de Nagui sur le service public. Je remarque que sur le service public, rien n'a changé depuis le confinement. Qu'on parle de l'école à la maison, mais quand vous regardez l'école à la maison aux heures des écoliers, vous tombez sur des jeux stupides et décérébrants, y compris sur le service public. Donc il y a un vrai sujet sur la manière dont Madame Bachelot pilote son ministère et dont elle prépare également l'étape d'après. Parce que la saison prochaine, si on arrive à sortir de cette pandémie, c'est pas un festival qu'il va falloir faire. C'est des festivals au carré pour que les festivals puissent continuer à vivre. C'est pas une fête de la musique, c'est peut-être une semaine de la musique. Il va falloir donner des jours de congé pour qu'il y ait du public, hein, parce que tout le monde ne pourra pas aller partout. Il va falloir inventer. Et j'ai l'impression que Madame Bachelot et ses équipes ont beaucoup d'argent en ce moment qui dort dans les caisses de leur ministère et pas beaucoup d'idées. Et c'est ça qui m'étonne le plus. Au-delà de perdre ces arbitrages, moi ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas une planification pour sauver la culture pendant le confinement et une fois qu'on en sera sorti. Moi, je rajouterais aussi le sport français qui est en train de mourir à petit feu. Je suis moins concerné, je suis pas candidat. Mais je vous le dis, vous le dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes de télévision qui se précipitent pour diffuser des matchs qui se déroulent à huis clos et des championnats. Il n'y a pas que le foot et le rugby aussi. Qui veut réagir au programme télé? Tiens, moi, Eric. je veux bien parce que moi je veux bien aussi. Ouais. Alors tout le monde. Alors on va commencer par Eric. Vas-y Eric. Non, moi je voulais parler de sport justement parce que. C'est vrai que la programmation des chaînes n'est pas extraordinaire. Pour une fois, je serais assez d'accord avec Nicolas, même sur le premier point. Et alors moi, je vais vous dire, pendant le confinement, ça nous renvoie d'ailleurs à la notion du temps qu'on a en ce moment. On l'avait dit pour le premier confinement, mais c'est encore vrai pour ce nouveau confinement. C'est-à-dire que le temps est aboli. Et alors moi, je regarde tous les matchs de foot. Vous voyez, je regarde absolument tous les matchs de foot qui sont diffusés à huis clos, parce que voir des gens gambader, ça nous sort un peu de Donc vous avez regardé Saint-Brieuc. Et alors, à tel point que je regarde des matchs de foot, c'est que je ne sais même plus si c'est des matchs en direct ou des matchs qui ont déjà eu lieu. Vous voyez, ça m'est arrivé il y a 2 jours. J'étais super content. Je regardais un match Espagne quelque chose. Pas celui d'hier, à 6-0.
me suis aperçu grâce à ma fille que le match avait eu lieu il y a 3 jours, vous voyez. Mais c'est pas grave. On regarde, il y a des gens qui courent, on entend les coachs, on entend. Il y a personne dans les stades, mais ça nous renvoie à la notion du temps qu'on a en ce moment, c'est-à-dire tout est aboli. On voit des gens qui courent, ça nous sort du confinement dans notre tête. On se gourde de dates, on ne sait pas que c'est des différés, on ne sait pas que c'est pas grave. On pense à autre chose pendant ce temps-là, vous voyez. Et ce serait des matchs de badminton, ce serait la même chose pour moi, vous voyez. Et je pense que ça renvoie à 2 choses, c'est-à-dire le temps est aboli et on a envie de sortir de notre confinement, donc voir des gens courir sur un pré, un terrain, et ben ça nous, enfin moi en tout cas c'est ça. Et voilà, je suis un peu léger dans mon coup de cœur, mais ça fait du bien aussi d'en parler, quoi. Oui. Au premier confinement, on a eu droit aux vieilles éditions du Tour de France. On était ravis de revoir des Richard Virenque qui effectivement étaient sur leur vélo, mais il y a un vrai débat autour de ça. Alors, on va continuer on est parti du coup de gueule de Nicolas et on parle des programmes de la télévision en période de confinement saison 2, justement, avec vous, Frédéric Dabi, qui va aussi vouloir s'exprimer. Kevin Bossuet, Nicolas Corato, Éric Revel, nos débatteurs du jour. Nous, on va s'arrêter un court instant. Coup de gueule et puis on déroule l'actualité de ce 18 novembre. Déconfinement progressif, ça sera le premier sujet. Oui, mais jusqu'à quand? C'est ce que préconise, en tous les cas, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex, le monsieur déconfinement, avant qu'il soit Premier ministre. On en parle avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. 0826 300 300. Vous le savez, Sud Radio Parlons Vrai. Vous prenez la parole sur des sujets. On va parler dans un instant de ce prochain déconfinement qui ne ressemblera pas au déconfinement saison 1 avec on va dire un mea culpa du Premier ministre. On va y revenir dans un instant, mais on en était au coup de cœur et au coup de gueule. Alors Frédéric, on en était avec vous. Non, je voulais... vous dire, oui, sur les programmes télé, sur Roselyne Bachelot. Oui, je voulais dire simplement que je soutiendrai avec plaisir la candidature de Nicolas Corato comme ministre de la Culture. Nous tous, on peut lancer une pétition, Nicolas. Je rappellerai qu'il a fort à faire puisque le dernier baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio montre que Roselyne Bachelot est la ministre la plus populaire du gouvernement. Alors, j'entends ce que dit Nicolas sur l'absence d'anticipation de la France d'après, la France de demain. Est-ce que Roselyne Bachelot le prépare? Je n'en sais rien, mais en tout cas, si elle annonçait des mesures de projection vers la France de demain, je pense que ça ne serait absolument pas audible dans le contexte actuel. Et puis bon, l'ORTF, c'est quand même fini. Je sais qu'il y a la redevance qui crée un lien entre le ministère, les Français et le service ça revient public. Frédéric, puisqu'on va fusionner France Télé et Radio France, non? Oui. Il a une certaine autonomie. Et à titre personnel de téléspectateur, je trouve au contraire que la qualité des programmes s'améliore, notamment la fiction sur le général de Gaulle que j'ai trouvé vraiment de très bonne qualité. Francis Huster en Malraux, c'est absolument incroyable. Je dirais rien sur Christophe Barbier en Alain Perfit. Et je trouve au contraire qu'il y a une certaine maintenant cohérence sur les types de programmes entre France 2 et France 3. Mais c'est un avis non pas de sondeur mais de téléspectateur. Ouais. Voilà. Moi, je voudrais prolonger l'avis de Frédéric et de Nicolas, et je voudrais lancer un cri d'alarme. Je voudrais m'adresser à Madame Bachelot. Je voudrais dire, Madame Bachelot, rendez-nous Roselyne. Rendez-nous Roselyne. Voilà. Vous la regrettez dans le costume d'avant, visiblement. Oui. C'est vrai qu'on ne l'entend pas beaucoup, là, en ce moment. Alors, on l'entend pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup qu'on n'entend pas. C'est peut-être pour ça qu'elle est populaire, parce que quand on n'a rien à dire et qu'on ne le dit pas, on segmente pas, comme disent nos amis sondeurs, Frédéric. Justement, Frédéric, coup de gueule. Alors, c'est plutôt un constat. Vous allez nous parler de quelque chose qui s'appelle la gauche. Oui, la gauche, c'est méchant ce que je dis. En France. Non, mais vous avez raison. C'est moins un coup de gueule qu'une sorte de constat sur la situation de la gauche à 17 mois d'élection présidentielle. Deux faits que je vous rappellerai apparemment antagonistes. Malgré tout, malgré le Big Bang de 2017, le peuple de gauche existe toujours. Chaque année, l'IFOP fait un baromètre avec le journal L'Humanité sur l'identité de gauche et on a, bon an, mal an, 40 à 43% des Français qui, sur un axe gauche-droite, se positionnent très à gauche ou au centre-gauche. Et deuxième fait, malgré ce poids, qui n'est pas négligeable, on peut dire aujourd'hui, à 17 mois de l'élection présidentielle, qu'un troisième, 21 avril, s'annonce. Après 2002, après 2017, si je prends la dernière enquête IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio, vous vous en souvenez, Christine, on a testé 11 configurations de premier tour, ce n'est pas rien,
est systématiquement le candidat de gauche, même dans des circonstances les plus favorables, c'est-à-dire une hypothèse comme c'était le cas en 1974 de candidature de gauche unique et éliminée, il n'apparaît jamais en 3e position et même pas en 4e position. Dans ce contexte, les grandes manœuvres ont commencé. Le candidat Jean-Luc Mélenchon, éternel si je puis dire, a tiré le premier, mais il n'a pas convaincu. Il pâtit toujours d'une image disloquée. Il n'y a pas eu d'effet waouh suite à sa candidature. Et puis, les grandes manœuvres, une candidature possible de Fabien Roussel pour le Parti communiste, Arnaud Montebourg qui sort du bois, la pétition hier soir pour un retour de Christiane Taubira comme candidate, 20 ans après sa candidature de 2002, Ségolène Royal qui n'a pas dit son dernier mot. Tout ça, ce qui me frappe, c'est que c'est en rupture. Jean-Christophe Cambadélis, qui n'est pas hors jeu. Il est sur la touche depuis un bout de temps, mais il n'est pas hors jeu d'après lui. Je l'oubliais, il y en a d'autres. Ah oui. Tout cela, et merci Eric de me soutenir, c'est en rupture avec l'attente des électeurs de gauche qui attendent une candidature unique et surtout qui sont moins sur une logique de petits chevaux et d'aventure personnelle que sur, d'abord et avant tout, discuter sur un projet. Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une politique de gauche? En quoi elle se distinguerait de la politique d'Emmanuel Macron, des politiques passées, de l'héritage de François Hollande? Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, d'un point de vue d'observation, c'est que la gauche semble faire tout à l'envers et elle est partie, j'ai envie de dire, malheureusement pour les électeurs de gauche, vers un 3e 21 avril. Donc, oui, ça veut dire que 17 mois difficiles pour les électeurs de gauche. C'est ça que vous prédisez, Frédéric? Oui, avec un débat qui va être compliqué. Alors, juste Frédéric, vous avez testé Arnaud Montebourg, j'ai pas entendu, pardonnez-moi. Non, il n'a pas été testé dans ces 11 scénarios. On a testé d'autres candidats, mais il pourra peut-être être testé s'il fait un pas vers la candidature. Ce qui semble, en tous les cas, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, on en arrive à notre premier sujet de débat, messieurs. Déconfinement progressif, oui. Mais jusqu'à quand? Avec un mea culpa hier de notre Premier ministre Jean Castex, qui a finalement reconnu qu'on avait déconfiné un peu trop vite. Fallait-il faire ce mea culpa finalement pour annoncer que le prochain déconfinement ne ressemblera pas du tout au premier, avec des étapes progressives. Alors, question. Alors, Emmanuel Macron, lui, va s'exprimer la semaine prochaine pour annoncer les grandes lignes de ce déconfinement. Une stratégie qui se veut, qui voudrait permettre d'éviter ce fameux stop and go. C'est on déconfine, on reconfine, on déconfine, on reconfine. Et ça veut dire que c'est le souhait, c'est de donner plus de visibilité aux Français en évitant ces à-coups entre les périodes de forte restriction et celles sans restriction. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Castex a eu raison de reconnaître des erreurs sur la première période de déconfinement? Est-ce que c'est un échec pour lui sur toute la ligne? Ou alors, effectivement, la situation étant tellement inédite que, de toute façon, personne n'avait le véritable mode d'emploi. Et puis, dans les annonces qui doivent être faites, on semble s'acheminer vers un déconfinement pour certains petits commerces à partir du 27 novembre. En tous les cas, c'est la discussion qui a lieu. Mais pour les bars et les restaurants, on y viendra juste après, ça s'annonce un petit peu plus compliqué. Qui veut s'exprimer sur cette parenthèse de déconfinement qui se profile pour les fêtes de fin d'année? Oui. Kevin ou Nicolas? Oui, écoutez, moi je crois qu'en termes de communication, on n'y comprend absolument rien. Je veux dire, depuis le début, y a Emmanuel Macron qui est venu au mois de mars nous raconter que nous étions en guerre contre un virus, et puis par la suite, il est revenu au mois de juin pour nous raconter qu'on pouvait partir sereinement en vacances, et puis il a fait un retour au mois de septembre, d'octobre pour nous dire qu'il fallait nous reconfiner parce que nous n'avions pas été sages, et puis là, on nous reconfine, et là il y a Jean Castex qui revient pour nous dire qu'on va être peut-être déconfiné, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle manière. La vérité, c'est qu'on n'y comprend absolument plus rien. Je veux dire, les Français ont besoin d'une ligne claire, ils ont besoin d'une direction, et surtout les petits commerçants, les restaurateurs, ils n'ont absolument rien. Ils sont dans une situation qui est complètement catastrophique, où il y a des gens qui, aujourd'hui, sont en train de crever de faim dans notre pays, et je dis les choses sciemment. Je veux dire, allez voir les petits libraires, allez voir les restaurateurs qui continuent à payer
payer les charges fixes, on leur annonce notamment des tas d'aides, etc., qui n'arrivent jamais ou qui arrivent goutte à goutte. On est en train de tuer économiquement notre pays pour un virus qui a un taux de létalité qui est quand même beaucoup moindre. Alors je pose ma question comme je la pose à chaque fois. Kevin, il aurait fallu faire quoi? Laisser tout ouvert et enfermer les personnes fragiles? Non, je pense qu'il aurait fallu avoir une gestion de la crise un peu plus rigoureuse et faire preuve d'adaptabilité. D'accord, mais quoi? En effet, pourquoi pas confiner les personnes fragiles, ceux qui ont le plus de chances liberticide, de mourir. Vous n'avez pas le droit d'enfermer des gens, des catégories. À un moment, je commence à en avoir marre, notamment des plus âgés. Je veux dire, ils sont sans arrêt en train de taper sur les jeunes, ils sont irresponsables, ou je ne sais pas pourquoi, et eux mais attendez, je suis pas d'accord. Pas faire d'efforts pour la jeunesse. Enfin, on peut quand même rester confiné 2 ou 3 mois quand on est une personne âgée. C'est pas dramatique. Et alors, on est âgé à partir de quel âge, Kevin? Voilà, c'est ça la question. Il faut voir en fonction des pathologies des gens, il faut voir en fonction des facteurs de risque, il faut voir en fonction d'un certain âge. Moi, je vois que ce Covid-19, ce sont les plus jeunes qui sont en train de le payer. Je le vois dans ma salle de classe où pendant des mois, il y a les élèves qui n'ont pas eu le droit à l'éducation auquel ils pouvaient prétendre, et puis même les plus jeunes, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ne trouveront jamais d'emploi. Et puis on donne des aides, on distribue des aides, mais c'est la dette qui s'accroît. Qui c'est qui va la rembourser, la dette? C'est les plus jeunes, c'est ma génération, c'est la génération d'au-dessus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. On a sacrifié la jeunesse sur l'autel d'un politiquement correct qui est inacceptable. Alors, on va distribuer la parole. Voilà, le ton est donné. Bonne idée, Eric, tenez. Eric ou Frédéric, vous avez dit que c'est une j'ai dit Eric. Eric, écoutez, moi je pense que ceux qui parlent le mieux du fiasco du confinement français sont nos amis allemands. Vous avez lu sans doute la presse allemande. Il y avait l'Afghanistan, il y avait l'Azerbaïdjan, il y avait le Pakistan, il y a l'Absurdistan. L'Absurdistan, c'est le nom que la presse allemande, je crois que c'est Die Zeit ou Der Spiegel, je ne sais plus, qui a donné à la France à l'occasion de ce confinement, parce qu'on n'est pas les seuls à ne pas forcément comprendre ce qui se passe dans notre pays à propos du confinement. Nos voisins d'outre-Rhin, qu'on aime tellement louer, qu'on aime tellement regarder pour leur performance. On ne va pas trop se fâcher avec eux, parce que c'est grâce à eux qu'on emprunte à pas cher. Hein, donc il vaut mieux. Oui, enfin, eux, ils nous regardent avec un air, si vous voulez, un peu ahuri, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe en France. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé quand même, tant mieux que la baisse se confirme pour cette crise de la Covid-19, pour cette seconde vague, tant mieux. Mais on l'attribue à quoi exactement? On l'attribue à un demi-confinement super souple qui a duré 15 jours. Mais enfin, on va faire croire ça à qui? Au bout de 15 jours, la courbe baisse, alors que pendant le confinement très dur de la première vague, il a fallu plus d'un mois, 1 mois et demi avant qu'on endigue cette crise. Alors, est-ce que c'est grâce au couvre-feu qu'on avait mis en place avant? Mais alors, si le couvre-feu était efficace, M. Castex, pourquoi avoir reconfiné, même de manière souple, le pays dans la foulée? Enfin, toutes ces questions-là, elles n'ont pas de réponse, à mon sens. Moi, évidemment, je ne voudrais pas être à la place de nos gouvernants, comme on dit à chaque fois. Ça, c'est vrai, parce que c'est compliqué, etc. Mais franchement, entre Véran, entre le professeur Salomon, entre le président de la République, entre le Premier ministre, tout ça, ça parle, ça se contredit un peu. Et Bruno Le Maire, qui nous avait expliqué qu'il était urgent d'ouvrir les petits commerces. Là, je suis complètement d'accord avec Kevin, en tout cas sur ce point, on ne comprend rien. Voilà. Oui. Alors, Frédéric. Voilà, moi je ne vais pas réagir sur tout ce qui a été dit. Alors sur ce qu'a dit notre ami Kevin Bossuet, je rappellerai quand même que dans toutes nos enquêtes, on voit que ce sont les personnes âgées qui respectent le mieux la distanciation sociale, toutes les mesures d'évitement de la propagation du virus. On avait fait une question la semaine dernière avec Sud Radio et CNews sur un confinement pour les personnes vulnérables. Ça rendait une opinion extrêmement partagée, à peine 53%, avec sans surprise un clivage générationnel extrêmement fort entre les plus jeunes qui étaient favorables à 70% et les moins jeunes à peine 30%. Maintenant, sur le prochain déconfinement, moi ce qui me frappe, c'est à quel point l'opinion publique va aborder ce déconfinement, ce deuxième, je n'ose pas dire second, déconfinement, de manière différente que le premier. Pourquoi le premier a peut-être raté? Pourquoi? Parce que dans nos enquêtes, le déconfinement était vu comme une libération. C'était vu comme
août 1944. Les Français avaient accepté de se confiner dans un temps limité, de faire un sacrifice collectif pour vaincre la maladie. Il n'y avait aucune croyance chez les Français sur une deuxième vague. Et donc, il y a eu des gestes, il y a eu des réunions qui ont favorisé le retour du virus. Là, bien sûr, les Français ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, puisque d'un côté, le reconfinement a été moins bien accepté que le premier. On ne voit pas la petite lumière au bout du tunnel. On est que sur des discours churchilliens de sang, de sueur et des larmes. Et encore, Churchill annonçait quand même une lumière au bout du tunnel, à savoir la victoire. Là, les Français sont nettement plus échaudés et sans doute, il y aura moins de gestes d'imprudence que lors du premier confinement. Je rappellerai que l'Allemagne qui a mis en place des mesures après son confinement extrêmement plus dur que les nôtres. On mettait son nom dans tous les restaurants, on s'inscrivait dès le mois de juillet. J'étais en Allemagne. On mettait son vrai nom, on mettait pas Batman et Spider-Man sur les listes. Voilà, c'était vraiment surveillé. Vous n'étiez pas servi. Ça n'a pas empêché une deuxième vague également en Allemagne. Donc les Français sont sévères sur le gouvernement. On le voit dans nos différents indicateurs. On aura une nouvelle vague demain matin avec CNews et Sud Radio. Pour autant, il y a quand même la prise de conscience que la situation est extrêmement compliquée. Ouais. Ouais. Peut-être, moi, Nicolas, je voudrais revenir sur le mea culpa, ce que vous appelez le mea culpa du Premier ministre. Je ne sais pas si on peut. Oui, c'est un mea culpa quand même. Moi, j'ai pas senti un mea culpa. Le sujet, c'est pas qu'on a été déconfiné trop vite. Le sujet, c'est qu'on a été déconfiné trop mal. Je rappelle quand même qu'on a été déconfiné et que tout tenait à la politique de test. Est-ce que la politique de test a été réussie? Non. Est-ce qu'elle est au point aujourd'hui? C'est une grande question, à l'heure où on prépare le deuxième déconfinement. Parce que moi, je n'ai pas très bien compris si les tests, ça marchait mieux qu'en octobre, aujourd'hui. J'ai pas très bien compris si demain, dans les entreprises, dans les écoles, dans les lycées, dans la vie sociale, on aura l'occasion et la possibilité de se faire tester correctement en un temps acceptable pour ensuite s'isoler si jamais on est positif. Donc, il faut quand même remettre à M. Castex, qui est M. Déconfinement, une partie de la responsabilité. L'autre chose quand même sur la mentalité. J'ai une petite nuance avec ce que vient de dire Frédéric sur l'idée que ce seraient les Français qui auraient compris après le premier déconfinement que c'était fini. On leur a fait comprendre. On leur a dit. Le président de la République nous a fait comprendre que la page était tournée définitivement. Il a même remis des médailles aux soignants, comme on remet des médailles à la fin d'une bataille à des combattants, histoire de dire que la guerre était terminée et qu'on pouvait passer à autre chose et que d'ailleurs la priorité c'était désormais l'économie, ce qui peut s'entendre aussi. Mais l'idée de vivre avec le virus n'est apparue que très tardivement dans la parole publique. Et je pense que les Français, c'est sûr, après avoir chanté tout l'été, parce qu'on leur a demandé de chanter tout l'été, et de dépenser leur épargne comme les cigales que le gouvernement voudrait qu'ils soient, les Français ont eu du mal à changer de position. En fait, les Français, ils ont du mal à changer de position à peu près toutes les semaines sur leur épidémie. Donc il faudrait à un moment qu'on se mette d'accord collectivement sur ce qui nous arrive, qu'on en tire les conséquences et qu'on tire quelques actions publiques importantes. La dernière chose, c'est que si on est en confinement et si on y sera encore peut-être au mois de janvier ou au mois de février, c'est pour une seule et simple raison, c'est parce que nos hôpitaux sont exsangues. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on aura toujours ces débats. Question justement qui découle de tout ça, la cohérence, ça sera quoi de déconfiner, de réouvrir dès le 27 certains petits commerces? On parle des librairies, on va parler des bars et des restaurants dans un instant parce qu'il y a un double aspect, mais est-ce que les petits commerces, il faut les ouvrir dès le 27? Il faut que Emmanuel Macron la semaine prochaine donne cette perspective parce qu'il y a Noël au bout? Oui, il y a Noël au bout. Moi, vous savez, je suis dans une région, là, les Alpes-Maritimes, où on a eu des rebelles en termes de petits commerces. Vous avez sans doute vu cette librairie. Qui fait des émules dans le monde entier, mon cher Eric. Il y a des, exactement. Elle est reprise partout. De Cannes. Moi, je suis en ce moment à Nice, à Cannes, où cette dame a décidé d'ouvrir sa librairie alors que la police nationale, d'ailleurs, c'était pas la police municipale, c'est la police nationale venait l'enjoindre de refermer sa boutique. Elle a tenu bon, elle a été soutenue par des écrivains français, notamment, et maintenant, ça devient un véritable phénomène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jacqueries modernes ne sont pas celles des paysans traditionnels post- ou anté-révolution, mais sont les petits commerçants. Et c'est pas du tout versé dans le poujadisme que de dire ça, parce que ces gens, comme le disait Kevin, jouent leur peau dans des boutiques où parfois ils sont les seuls salariés ou aidés avec une personne, et ces gens-là sont dans une souffrance absolue.
Et encore une fois, c'est pas tarte à la crème de dire que le confinement, ça a été certes pour certains d'entre nous des difficultés de s'approvisionner en biens alimentaires au début du mois de mars, mais que le bien culturel, le fait de pouvoir lire, et on a un peu plus de temps, et moi je retrouve un goût de lecture extraordinaire, j'ai envie de lire des livres et je ne peux pas forcément les acheter parce que les librairies sont fermées. Donc moi je pense vraiment que le président de la République, la semaine prochaine, au milieu de semaine prochaine, doit annoncer clairement la réouverture des petits commerçants, vraiment, vraiment. Où je suis très inquiet, c'est pour la rumeur qui rôde, qui serait que on va y venir. Les bars et les restaurants, on va y venir dans un instant, Eric. Parce que là, on est aussi devant un grave problème. Et Nicolas Babrez, qui était avec nous sur Azur TV hier, sent monter une sorte de climat de tension, mais un peu pré-révolutionnaire, vous voyez. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement inquiets. Tendus par rapport à tout ça. Les Gilets jaunes qui s'est tari en 2018 peut redémarrer, non pas avec les mêmes, mais avec d'autres petits commerçants ou autres qui prendraient le relais. Qui pourtant ont été victimes eux-mêmes des Gilets jaunes, donc c'est assez paradoxal. C'est effectivement, si je suis obligé, Eric, de marquer une pause. On n'a pas eu la réponse de la part de Kevin sur l'âge à laquelle on est senior pour pouvoir être confiné plutôt que les autres. Mais je ne désespère pas d'avoir cette réponse d'ici midi. Pardon. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Chers auditeurs, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce déconfinement qui s'annonce ou ce déconfinement progressif? Mais dans un instant, on va s'intéresser à ce qu'on disait avec Eric Revel. Est-ce que ça va être le coup de grâce pour les bars et les restaurants, parce que certains prédisent une fermeture au moins jusqu'en janvier, 15 janvier, aux environs de 15 janvier. Faut-il accélérer leur réouverture à tout prix dans cette pandémie? On en parle avec nos débatteurs, Eric Revel, Nicolas Corato, Frédéric Dabi, Kevin Bossuet et vous autres, chers auditeurs. 0826 300 300. À tout de suite. 0826 300 300, vous intervenez, vous réagissez, vous avez la parole. Sud Radio Parlons Vrai, 0826 300 300, ainsi que les réseaux sociaux pour débattre. Interpeller aussi nos débatteurs du jour, par exemple Eric Revel, Nicolas Corato, Frédéric Dabi, Kevin Bossuet. Alors, on va s'intéresser au dossier des bars et des restaurants avec une addition qui est en train de s'alourdir copieusement pour toute une profession, tout un secteur, parce que les bars et les restaurants, cette question est posée clairement aujourd'hui. Est-ce qu'ils pourraient rester fermés au moins jusqu'à mi-janvier? Le coup de grâce pour eux, passer le rideau, passer les fêtes de fin d'année, rideau baissé, c'est terrible. Effectivement, la date du 15 janvier 2021 doit être bien sûr encore confirmée, mais elle est agitée comme un bambou pour les professionnels concernés, les établissements quasiment les derniers. Alors les trésoreries sont exsangues pour certains. C'est la question des loyers qui pèsent très lourd, et puis surtout cette période de fête de fin d'année où peut-être ils auraient pu au moins limiter quelques dégâts. Il y a tous les métiers aussi qui vont autour. Il y a 168 000 restaurants, près de 40 000 bars ou cafés, lieux de vie s'il en est dans le centre-ville. Alors pour l'instant, du côté de Bercy, on planche sur toute une série d'aides pour éviter de les affoler d'ores et déjà. On ne veut pas confirmer évidemment cette perspective du 15 janvier pour une réouverture possible. Mais est-ce que, chers débatteurs, cette perspective vous paraîtrait, on va dire quelque part logique, au vu notamment des études qui montrent que les bars, les restaurants, les lieux comme les salles de sport, etc., sont effectivement des lieux de contamination? Est-ce qu'il faut sacrifier certains pour sauver les autres? C'est un peu ça l'idée. Qui veut démarrer? Moi, je veux bien, pardon d'être un peu impopulaire, mais je crois qu'il faut être logique. Moi, je ne suis pas épidémiologiste et je fais confiance aux institutions et aux autorités qui dirigent notre pays. Si effectivement les bars et les restaurants sont des foyers de contamination, il faut malheureusement le reconnaître et en tirer les conséquences. Et en tirer les conséquences, y compris économiques, pour sauver cette filière. Nicolas. Oui. Non mais pardon. Eric. On va quand même se dire les choses. On n'est pas, ni vous ni moi, des spécialistes de l'infection, c'est sûr. Mais pardon, quand vous voyez des gens dans les supermarchés
représente moins des clusters que des petits restaurants où vous allez avoir 4 tables ou 5 tables avec des masques. Éric, je ne vous répondrai pas à cette question parce que... Il faut quand même arrêter parce que les gens ne comprennent pas ça. Je ne vous répondrai, je ne répondrai pas à cette question parce que comme vous, je ne suis pas scientifique et je constate que les politiques ont pris des décisions sur la base de données scientifiques que je suis incapable de confirmer ou d'infirmer. Je constate simplement. Vous pensez qu'on se contamine moins dans un supermarché avec Éric, je constate simplement que la France est un des seuls pays à avoir mis en place le kilomètre pendant le confinement, mais qu'en revanche, beaucoup de nos voisins et quasiment tous les pays touchés ont fermé leurs bars et leurs restaurants. Et je le regrette et c'est malheureux. Mais je pense qu'il va falloir dépasser cette polémique sur les données scientifiques pour voir politiquement comment on s'en sort. Et moi, il y a un sujet qui n'a pas été abordé par ce gouvernement et que j'aimerais qu'il soit abordé. C'est le rôle des assureurs et notamment des assurances perte d'exploitation qu'ont souscrit tous ces restaurateurs, tous ces gens qui travaillent dans ces commerces. Et je n'ai pas vu jusqu'à présent que le gouvernement voulait tordre le bras aux assureurs qui ne veulent pas remplir leurs obligations. Emmanuel Macron, en avril, avait interpellé directement les assureurs. Et depuis, Éric, du changement. Alors, il y a eu des cas de jurisprudence, puisque certains assureurs ont été ça dépend desquels, face à des petits commerçants et des restaurateurs qui avaient perdu de l'argent. Vous avez sans doute aussi noté qu'on demande aux assureurs de rembourser ce qu'ils n'ont pas versé pour indemniser des accidents. S'ils voulaient se rendre populaires et être efficaces, en déboursant moins d'argent, devraient taper dans la poche des assureurs. Oui, on n'est plus à quelques milliards près. En tout cas, il faudra en tirer les leçons. Maintenant, la question épidémique doit rentrer dans les contrats d'assurance. Il faut arrêter. Il faut qu'il y ait une clause. Mais vous savez ce qui se passe, Éric. Vous savez ce qui se passe, Éric. Et il faut avertir une partie des restaurateurs. Aujourd'hui, les assureurs sont en train d'envoyer des avenants à leurs contrats. Au moment du renouvellement des contrats, pour effectivement intégrer la clause épidémique dans le contrat, mais pas à l'avantage du restaurateur. Vous imaginez bien que voilà. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que on doit considérer malheureusement, et moi je me place de ce côté-là, objectivement, que la fermeture ou que l'ouverture des bars et des commerces n'est pas pour demain, et que même le 15 janvier peut être une date déjà très optimiste. Rien ne dit qu'on n'aura pas besoin de les fermer de nouveau plus tard. Donc, il faut qu'on considère le sauvetage de cette filière comme une priorité nationale et qu'on mette là aussi les moyens. Je sais que c'est très difficile à entendre. Moi, je suis pour qu'on creuse la dette pour sauver la gastronomie française, les restaurateurs et le style de vie à la française. Oui, qu'on creuse la dette pour ça. Mais n'allons pas prendre de risques épidémiques majeurs. Frédéric, et après on va aller au standard. Moi, je serais plutôt sur la ligne de Nicolas, et c'est un peu la mort dans l'âme parce que vous avez devant vous quelqu'un qui adore les restaurants, qui passe sa vie au restaurant. Et donc, je pense que ça fait tout le monde, ça fait partie de l'art d'être français, comme disait le président. C'est clair que économiquement, quantitativement, on ne voit pas comment ce secteur peut s'en tirer. J'ai fait un calcul très simple. Alors, entre le 16 mars, c'est-à-dire, le 16 mars, annonce du confinement, et le 15 janvier, ouverture hypothétique, les restaurants auront été fermés 6 mois. 6 mois sur 12. Il n'y a pas un secteur économique de l'Institut de sondage, de la chaîne de radio, de l'industrie, de l'entreprise qui peut tenir comme cela. Creuser la dette, oui, mais il y a aussi, et j'entends ce que dit Nicolas, ce discours scientifique, et c'est vrai que j'ai vu passer cette enquête qui était une enquête, je crois, américaine, pas une enquête française, qui montrait que les restaurants étaient un des principaux lieux de contamination. Ça, c'est clair. Je ne suis pas scientifique, je ne vais pas discuter ces données, mais ça ne peut pas être audible de la part des Français. Dans notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio de la semaine dernière, 88% des gens étaient favorables à une réouverture des petits commerces. On n'a pas mis les restaurants dedans, mais c'est même pas la peine de poser la question. Creuser la dette, oui, mais surtout accompagner le plus possible les restaurateurs qui sont dans un état de désespérance. On en a dans nos enquêtes, dans nos panels, absolument jamais vu. Alors, on va aller au 0826 300 300 si vous le voulez bien, et on va retrouver, on le remercie, c'est Jean qui nous a appelé. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Alors, on est ravis de vous avoir. Vous êtes justement restaurateur du côté de Longjumeau. Bon, alors, la perspective de ne pas réouvrir avant le 15 janvier pour vous, je ne vais pas vous demander ce que vous ressentez, mais est-ce que vous allez pouvoir tenir ? Écoutez, là, le gouvernement, il y a plein de problèmes avec nous, si j'ai un peu de temps.
Premièrement, la façon de nous fermer, de nous rouvrir est quand même assez rock'n'roll parce que je pense qu'ils ont une méconnaissance de ce qu'est l'ouverture d'un restaurant et la fermeture d'un restaurant. Donc, vous dépassez votre temps à faire des plannings, non? Ouais, voilà, déjà pour commencer. Donc la manière dont ils ont procédé avec nous est quand même assez irrespectueux de la façon dont on travaille. Surtout quand on fait de la cuisine et de l'artisanat, on ferme pas un restaurant comme ça et on ne l'ouvre pas en 2-3 heures de temps. Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxièmement, on a un talon d'Achille, et ça, c'est la part de sécurité du consommateur qui, normalement, le consommateur devrait et aurait dû, dans nos restaurants, à chaque fois qu'il ne consommait pas, remettre le masque pendant qu'il discutait. Et ça, évidemment, le problème, c'est que les Français étaient contents de revenir chez nous. Nous avons mis en place des protocoles pour sécuriser le plus possible dans les restaurants, se laver les mains, porter le masque en circulant et tout, mais on a oublié un truc, c'est qu'il fallait aussi le remettre quand on ne mangeait pas et quand on ne consommait rien. Et ça, évidemment, le Français, on l'a un peu trop lâché la bride tout de suite, on lui a pas expliqué dans le protocole qui avait été mis en place, qui a été renforcé, il y avait quand même sa quote-part de travail qui était d'être respectueux et de porter le masque vis-à-vis déjà de notre personnel qui, lui, le porte. Et donc, finalement, à un moment donné, c'est nous qui nous protégeons des clients et non l'inverse. Parce que nous portons le masque dans la salle, dans la cuisine, on se lave les mains 200 fois par jour, on nettoie les chaises, on nettoie tout quand les clients sont partis. Deuxièmement, on nous a restreint la capacité d'accueil puisque on était parti sur 1 mètre, donc après on est parti. Donc là, ça, c'est des problèmes techniques qui font qu'aujourd'hui, le talon d'Achille, c'est qu'effectivement, dans un endroit clos comme un restaurant, on va retirer le masque pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 30 minutes, ce qui est pas bien. Donc ça, c'est le problème. Et à partir de là, le gouvernement décide de fermer les restaurants pour ces raisons-là. Les études que vous annoncez, elles sont très sympathiques, sauf qu'elles datent d'avant les protocoles sanitaires. Et comme dit un proverbe chinois, si tu veux tuer ton chien, tu lui dis qu'il a la rage. Et donc on va nous sortir effectivement, on craint qu'on nous sorte une espèce d'étude récente qui n'existe pas et qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on connaît notre talon d'Achille, c'est celui-là. Maintenant, bon, on est fermé. Alors, on a eu l'histoire du couvre-feu. Le couvre-feu, c'est la solution à l'intermédiaire la plus tordue qu'on nous ait faite, puisqu'on s'est retrouvé sans fermeture administrative, donc sans indemnité, mais dans l'incapacité de travailler, puisque les clients, il fallait qu'ils viennent manger à 18h, donc quand ils quittent leur boulot à 18h, c'est pas possible, et fermé à 21h. Donc là, on va rien avoir comme aide sur cette période de couvre-feu, qui est excusez-moi le terme, une mesure bâtarde. Il fallait carrément nous interdire de travailler. Ça aurait été beaucoup plus simple. Sauf que ça devient une fermeture administrative et là, l'État, il doit aider. Pour les assurances que je vous ai entendues, les assureurs, ils attendent une chose, mais le gouvernement a pas le courage de le faire, c'est que de voter une catastrophe naturelle sanitaire pour les CHRD. CHRD qui veut dire café, hôtel, restaurant, discothèque. Et à partir de là, les assureurs, ils seraient dans une certaine obligation de faire quelque chose. Pour l'instant, ils sont morts. Alors qu'on a tous des contrats dans lesquels il y avait des indemnités de prévues en cas de fermeture administrative. Voilà. Jean, j'ai une question. Il y a une étude déclarative pour l'instant, mais qui dit que pratiquement 65% des 6600 patrons du secteur qui ont répondu à ce questionnaire craignent de devoir tout simplement faire faillite. C'est quasiment un établissement sur 3 ou 4. Mais vous pouvez tenir ou pas? Admettons que le 15 janvier, vous avez... Là, depuis le mois de mars, parce que là, on est depuis le mois de mars, après les yo-yo de fermeture, de rouverture, de couvre-feu. On est sans rémunération en tant que chef d'entreprise, petit patron, comme on dit, c'est-à-dire artisans qui travaillons avec très petites équipes, voire beaucoup de restaurateurs qui font justement le fleuron de la gastronomie française, qui dans tout le territoire travaillent avec son épouse ou tout en couple. Nous ne sommes pas rémunérés en tant que rémunération depuis le mois de mars. Donc les salariés, oui, ils sont en chômage partiel, ils perdent aussi de l'argent, d'accord, parce qu'il n'y a pas les avantages en nature, donc ils perdent aussi de l'argent, mais au moins il y a ça. Et il y a 30% dans la gestion du restaurant qui n'est pas pris en charge par l'État du fait de cette fermeture administrative. Donc si l'État met la main au porte-monnaie, il nous aide à ne pas nous casser la gueule, parce que c'est ça le problème. Donc bien là aujourd'hui, tout ce qui a été mis en stand-by, qui a été... Ma question, c'est est-ce que vous allez tenir? Vous me rappellerez quand on ouvrira. Le 15 janvier? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Vous savez pas. Vous savez pas. Mais non, on sait pas. On n'a pas de sous. On vit sur quelques deniers qu'on a. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'en ai 61. J'ai commencé à 14. J'ai jamais vu un bordel pareil.
et donc on est interdit de travailler, vous demandez à n'importe quel salarié, à vous-même, si on vous avait pas payé depuis le mois de mars, qu'est-ce que vous diriez, quoi? Bien Il y a un truc qui va pas. Donc la question, la réponse est dans la question finalement. Ouais, il y a une fermeture administrative. On a juste besoin, pas de gagner de l'argent, mais d'éviter de se casser la gueule. Donc donner l'argent nécessaire. Ouais, bien sûr. Ouais. Merci Jean. On est obligé de faire une petite pause. Merci beaucoup et bon courage à vous du côté de Longjumeau. Comment il s'appelle votre restaurant quand il va rouvrir? Tiens, petit mot, petit message. Il s'appelle le Saint-Pierre et je fais du drive sud-ouest puisque ma spécialité c'est le cassoulet, le foie gras. Donc on a un drive sud-ouest comme les Américains ont un drive. Ça y est, on arrive. Ouais, absolument. Moi, je vous envoie mon adresse pour la livraison. Allez, on vous souhaite plein de courage. Merci beaucoup, Jean. On continue d'en débattre. On va aller du côté de Perpignan. Il y a Diane qui nous a appelé pour continuer sur ce sujet. Il y a un dernier sujet qu'on va évoquer aussi avec nos débatteurs ce matin. Éric Revel, Nicolas Corato, Frédéric Dabi, Kevin Bossuet. On s'intéressera à la loi de sécurité globale. Est-elle liberticide? À tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300. On continue de débattre encore quelques minutes avant de passer à la loi sur la sécurité globale avec Éric Revel, Nicolas Corato, Frédéric Dabi, Kevin Bossuet. On était sur la question d'une réouverture éventuelle au 15 janvier. Ça reste bien évidemment pour l'instant une hypothèse qui est avancée, mais est-ce que ça serait le coup de grâce pour les bars, les 168 000 restaurants, 38 000 bars et cafés du pays? Est-ce que la moitié arrivera à poursuivre une activité quelconque? On était avec Jean qui est restaurateur du côté de Longjumeau. On a dit bonjour tout le monde et merci de me prendre. Voilà, allez-y Diane. Voilà, j'ai 3 questions à poser, simplement 3 questions. Il y a un orateur qui a parlé tout à l'heure qui a dit qu'ils avaient des études spécifiques sur que les clusters, c'est les restaurants et les bars. Et à part celui d'américain qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qu'on n'a jamais vu, on a simplement entendu, il se base sur ça. Donc, je voudrais savoir quand c'est depuis le mois de mars, est-ce qu'ils ont fait des études là-dessus, la France? Je ne pense pas, rien n'est sorti. Donc c'est simplement sur des paroles. Ils disent, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ils dénigrent Dr Raoul, mais enfin, parce qu'il n'a pas fait le protocole, mais eux, au l'État, ils font la même chose. Sur les restaurateurs, les bars et tout ça. Ils ont dit que c'est eux qui font le cluster, mais il n'y a aucune preuve qui le dit. À part certains scientifiques qui disent, mais sur quoi ils se basent? Voilà, sur quoi? Voilà. Après, il y a une autre question. Je voudrais vous poser une question. Quand on décède, parce que ça me trouble énormément, quand on décède du Covid et qu'on oblige les parents, personne à aller voir un qui est décédé, personne. C'est-à-dire on ne peut pas aller leur dire au revoir. Pourquoi? Il y a aussi eu des études là-dessus. Est-ce qu'ils sont plus contaminants quand ils sont décédés ou avant? Pourquoi on nous oblige de ne pas aller leur dire au revoir? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont plus contaminants? Ça, personne ne le dit. Pourquoi? Quand on décède, on ne peut pas aller leur dire au revoir. Pourquoi? On n'en sait rien. Et la troisième, comme on dit la feuille pour sortir là, pour nous l'attestation. Jusqu'en janvier-février, la sortie, la feuille obligatoire. Eh bien, dites-moi, il n'y a pas une contradiction? Si on peut sortir pour faire des courses, mais nécessaires. Quand ils vont ouvrir les magasins, qu'est-ce qu'on devra mettre sur cette feuille? Des courses nécessaires? Donc on reviendra normalement, parce qu'on ira faire nos courses normalement, sans avoir d'heures. Ouais. Alors on va pas pouvoir répondre, Diane, on va pas pouvoir répondre à toutes nos questions parce qu'on a encore un sujet à faire, mais on entend bien, comme beaucoup de Français, ces questionnements, ces incohérences. On en parlait tous ensemble, chers débatteurs, tout à l'heure aussi. Merci Diane de nous avoir appelés, mais on va être pris par le temps pour répondre précisément à toutes les questions sur cette étude américaine, sur effectivement l'interdiction d'aller dire au revoir à un défunt qui serait décédé des suites ou du Covid. Mais on entend bien, Frédéric, notamment cette colère qui et ces interrogations autour de la gestion de tout ce qui est dit, et aussi du bruit ambiant, parce que tout le monde donne des avis scientifiques ou pas, ou se réfère à des choses dont forcément il y a aussi un débat scientifique sur la place publique qui parfois est plus troublant qu'éclairant, je dirais. Oui, c'est vrai que on mesure depuis le mois de janvier avec Sud Radio la confiance vis-à-vis du gouvernement. Il y a d'une part une dichotomie
entre une défiance très forte sur la gestion sanitaire, une confiance plus forte parce qu'elle est incarnée par Bruno Le Maire et des mesures concrètes comme le chômage partiel sur la dimension économique. Et c'est vrai, Christine, vous avez raison de le rappeler, à quel point le bruit autour des controverses scientifiques, l'image de deux scientifiques récents qui s'étaient écharpés, pour ne pas dire insultés, sur un plateau de télévision juste avant le deuxième confinement a beaucoup marqué les Français dans nos enquêtes de restitution des événements médiatiques. Tout ça fabrique de la défiance, même si la nature des critiques vis-à-vis du gouvernement a quand même beaucoup changé de dimension. Au mois de mars, c'était vraiment le soupçon de mensonge, de tromperie, d'absence de transparence, notamment sur les fameux masques. Là, c'est plutôt l'idée que le gouvernement navigue à vue, ne sait pas où il va et a mal préparé le pays, avec quand même des discours, des logiques d'exonération compte tenu de la complexité du phénomène. Allez, on va, parce qu'il va nous rester quelques minutes pour évoquer cette loi de sécurité globale. Est-ce qu'elle est vraiment liberticide? On le rappelle, le contexte, le texte est arrivé hier à l'Assemblée nationale. Et il y a eu cette sortie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vis-à-vis de ceux qui critiquent ce texte, et notamment cet article 24 qui punit la diffusion d'images de visages de policiers ou de gendarmes. Donc cette diffusion et qu'il faudra flouter. Alors la question a été de savoir, enfin en tous les cas, le ministre a répondu que les journalistes pourront continuer à filmer, que les citoyens, etc. Éric Revel, est-ce que vous trouvez que c'est liberticide ou protecteur comme il se doit de l'être pour nos forces de l'ordre? Bon, moi d'abord, je vais vous parler de la forme. Je trouve que maintenant, nos ministres ont trop tendance à hausser le ton, à péter un peu les plombs en direct à l'Assemblée nationale. Je veux dire, après Olivier Véran, qui s'était exprimé de manière, à mon avis, un peu à côté de la plaque, avec une voix qui était montée dans les aigus. On a Gérald Darmanin, il nous avait habitués à plus de calme, à plus de discernement, à plus de recul. Là, il s'est senti obligé de monter dans les tours et de faire une sorte de discours de panthéonisation de la loi qu'il porte. Bon, ça, c'est sur la forme. Sur le fond, moi, je vais vous dire ce que je pense réellement. C'est que d'abord, on a un arsenal de lois qui existe, qu'on n'applique pas. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur nous expliquer que, bien sûr, les journalistes pourront filmer, bien sûr, les citoyens pourront filmer, mais évidemment, on ne pourra plus appeler au meurtre contre des policiers. Mais pardon, mais la loi, si on l'appliquait, elle est déjà extrêmement sévère sur ce sujet. On ne peut pas appeler, et heureusement, à l'appel, on ne peut pas appeler au meurtre d'un policier dans notre pays, que ce soit verbalement ou par le biais d'un film. Maintenant, je vais vous dire, et je ne vais pas être corporatiste du tout, mais moi, j'ai un vrai sujet. C'est que si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage qui consiste à dire on ne filme pas ou on floute, etc. Moi, je pose une question très simple qui est de base. Est-ce qu'on aurait eu la révélation de l'affaire Benalla si des gens n'avaient pas filmé dans la rue, même si ce jour-là, on sait que les types, le couple auquel il s'en est pris avait balancé des cendriers et des trucs sur les forces de l'ordre. Tout ça est vrai, mais on l'a su pourquoi? On l'a su aussi parce qu'il y avait des vidéos. Donc, en réalité, moi, la question que je pose, c'est pas, j'ai pas l'impression que l'état de droit est bafoué dans notre pays, on n'en est pas là, on n'est pas dans une dictature, mais on met le doigt dans un engrenage qui me semble extrêmement périlleux, parce qu'encore une fois, il y a plein d'affaires, et même parfois tout à l'honneur de notre police nationale, qui ont été élucidées grâce à des gens qui avaient filmé sous plusieurs angles. Donc, si on commence à mettre le doigt là-dedans, je suis inquiet. Et encore une fois, les lois. Alors Kevin, moi je voudrais aussi poser une question, c'est que l'article 24 a été rajouté après le drame vécu avec Samuel Paty. Donc il y avait des trous visiblement dans l'arsenal pour empêcher la diffusion d'identification d'un fonctionnaire, puisqu'on parle plus globalement des fonctionnaires. Kevin, vous en pensez quoi? Liberticide ou protecteur cet article 24 sur la diffusion de ces images, avec donc l'impossibilité de révéler des identités de forces de l'ordre? Non, mais je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. Je veux dire, il y a des violences policières qui sont de plus en plus importantes. Tous les jours, il y a 20 fonctionnaires de police qui sont blessés en mission. En 15 ans, les violences contre les policiers ont doublé. Et puis les refus d'obtempérer, il y a eu 24 000 signalements cette année. Donc il y a un véritable problème de respect de la police et à travers la police, de respect de l'autorité de l'État. Moi, je le vois en tant qu'enseignant. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui respectent l'autorité des fonctionnaires d'État, qui n'hésitent pas à nous lâcher en pâture sur les réseaux sociaux, à
mettre toute leur hargne pour pointer du doigt tel ou tel policier ou tel professeur qui n'aurait pas bien fait son travail, mais c'est quelque chose qui est insupportable. Alors, évidemment, si vous voulez, on a des textes législatifs qui existent déjà, qui permettent quand même de réprimer ce genre de choses, mais le fait d'amener ce débat au sein de l'espace public, je pense que c'est très important, parce que l'État républicain, si il veut se faire respecter, il faut absolument qu'il soutienne ses fonctionnaires et ses fonctionnaires sur le terrain. Bien sûr qu'il faut soutenir les fonctionnaires, c'est pas ça le sujet, mais là j'ai l'impression que le Darmanin, il fait du Sarkozy, c'est-à-dire qu'il y a une émotion médiatique qui est légitime, qui est forte. On a une crise de l'autorité dans ce pays depuis, 1968, moi je remonte jusque-là. Mais en réagissant, surréagissant comme il le fait, en empilant des lois qui ne servent pas à grand-chose, on exacerbe beaucoup plus le problème. Appliquons les lois, Kevin, vous le savez, vous l'avez dit, ces lois existent, il faut protéger nos policiers. Mais pas avec des coups de menton comme ceux de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée. Peut-être un chiffre, hein, en 17 ans. Nicolas. En 17 ans, on a eu droit à 15 lois d'exception sur l'antiterrorisme. Est-ce que le terrorisme a régressé dans ce pays? J'ai pas l'impression. Que demandent les policiers? Les policiers, ils demandent des moyens. Sur l'affaire Samuel Paty, où est le problème? Le problème, c'est pas un vide juridique. Le problème, c'est qu'à la cellule Pharos, il y a 20 fonctionnaires pour surveiller les alertes sur l'ensemble des réseaux sociaux avec des millions et des millions de messages à surveiller. Donc, on est vraiment sur le politique répond par des lois alors que les policiers attendent des moyens. Ça fait 20 ans que ça dure. On sera le meilleur pays juridique. Je pense qu'on aura fait toutes les innovations juridiques qu'il faut, mais c'est pas comme ça qu'on fera reculer ni l'atteinte aux forces de l'ordre, ni le terrorisme en général. Mais c'est parce que dans cette loi, le gouvernement n'a pas les moyens qu'il jette cet écran de fumée en proposant une nouvelle loi, c'est tout. Sûr. J'ajoute que dans cette loi, il y a quand même deux sujets dont on parle peu, qui sont tout aussi inquiétants, qui sont l'usage des drones, qui va être quasiment déréglementé, notamment pour surveiller les manifestations, ce qui pose des vraies questions, et peut-être encore moins connu, la libéralisation de la sécurité privée. Ça, c'est un grand sujet qui court depuis des années à droite. Depuis des années, ce que j'allais vous dire. Il faut le dire, et qui permettrait à des milices privées, à des sociétés, y compris des capacités de donner des contraventions selon certaines catégories dans certaines situations. Je pense que c'est un vrai sujet qu'on devrait regarder collectivement au-delà de lois d'opportunité faites sur l'émotion. Parce que le sujet demain, c'est de savoir ce qui restera à la police nationale une fois que vous aurez armé les polices municipales et que vous aurez doté les sociétés de sécurité privée de prérogatives de puissance publique. C'est un sujet démocratique majeur qui est escamoté, qui n'est pas débattu. Tout ça parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'histoire des policiers, alors qu'il y a un vrai débat qui passe complètement à côté de l'opinion publique. Allez, merci beaucoup Nicolas Corato, Éric Revel, Frédéric Dabi, Kevin Bossuet, nos 4 débatteurs du jour. Je vous souhaite une très très belle journée. Cette discussion continuera évidemment avec d'autres thématiques dès demain sur Sud Radio. Dans un instant, c'est André Pirkov.